Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Aucun livre ne raconte la fin des temps dans des détails croustillants jusqu'à détecter les moindres frissons. L'ultime moment où le ciel fracassera la terre en un bruit assourdissant. On pourrait imaginer une plateforme grandeur nature pour la mise en scène d'un spectacle à nul autre pareil. Chacun l'a décrit à sa façon, selon son flux d'inventivité. Il expose à sa manière ses fantasmes apocalyptiques. Dans ce cas, il vaut mieux se contenter du présent qui n'attend que ça. Le seul bien véritable de l'homme, l'instant présent, est tout ce qu'il possède comme actif et qu'il vit. Mesdames et messieurs, L'ombre d'un doute, roman de Franz Carly, qui est notre invité aujourd'hui sur le plateau Délivrez-vous. Franz Carly qui est d'abord écrivain, d'abord amoureux du texte et qui est accessoirement directeur général de la Direction nationale du livre. Franz, bienvenue sur le plateau Délivrez-vous. Bonjour Angelo, c'est un plaisir pour moi de participer à l'émission ce matin. Donc on va passer de bons moments ensemble. Déjà, L'ombre d'un doute, merci pour ce roman. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dans la littérature haïtienne des romans de cette facture-là. Des romans qui nous invitent à la réflexion philosophique. Je me suis même dit, est-ce que secrètement, tu n'as pas un baccalauréat en philosophie? Bon, pas du tout. Bon, l'idée, c'était que je voulais parler un peu vraiment du vrai sens de la vie. Et c'est ainsi que je me suis dit, je vais présenter le texte. Et à la fois, c'est d'abord un roman, mais un roman philosophique où le personnage principal vraiment essaie de chercher les réponses à ces interrogations. Donc c'est ça, et au fond, ce que je veux faire sortir dans ce texte-là, L'ombre d'un doute. Donc, c'est partager ses inquiétudes, ses doutes, et ses peurs de l'avenir et qu'est-ce qu'il y a après. C'est ce qu'on retrouve dans L'ombre d'un doute. Et d'énormes préoccupations philosophiques. Le personnage dit quand même l'instant présent est tout ce que l'homme possède comme actif. Bon, parce que l'avenir, on ne détient pas vraiment les clés de l'avenir. Donc, il faut préparer, il faut penser davantage au présent que Bon, c'est vrai qu'il faut préparer l'avenir, mais ce qu'on a qu'on vit et qui compte véritablement, c'est le présent. Donc, il faut ne pas laisser passer le temps pour s'interroger sur ce qui va venir après. Donc, pour moi, le vrai cadeau qu'on a, c'est ce qu'on vit actuellement. Absolument. Et il faut en tenir compte et il ne faut pas laisser ça passer. Est-ce que Franz Carly, écrivain romancier, pense que l'avenir serait une fiction de l'esprit, le futur serait une invention collective, mais le présent est la seule donnée temporelle réelle? Bon, ce que moi je crois savoir, ce que j'ai pu découvrir et constater même, c'est que c'est à partir du présent qu'on peut préparer l'avenir. Mais en vivant le présent, on ne doit pas s'éterniser sur ce qu'on va vivre après. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer d'abord sur le présent et avec ce qu'on aura fait du présent, on pourra vivre l'avenir. Parce que l'avenir, ça viendra de toute façon, mais ce que nous avons et que nous devons vraiment en jouir davantage, c'est le moment actuel. Absolument. Nous sommes à la page 12 et Marc fit la moue et porta son verre à la bouche. À dire vrai, il n'y a pas de vie parfaite ni conçue sur mesure. Chaque vie représente un prototype unique avec son arsenal d'impuretés. Ce qui fait que, d'après toi, l'homme est nécessairement un être pétri d'impuretés. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie parfaite, il n'y a pas d'homme qui ne commet pas d'erreur. Donc, c'est ça la réalité.
Et donc, on ne doit pas se méprendre et se tromper. Donc, il faut qu'on sache que tout homme possède une part de faiblesse, d'impureté. Donc, c'est au fur et à mesure, c'est l'expérience. Moi, je crois que c'est l'expérience qui compte, c'est l'expérience qui enrichit et tout le reste n'est que de l'oralité. C'est ce que j'ai dit aussi dans le dernier texte. C'est l'expérience qui nous permet d'avancer, de grandir. Et donc, c'est à partir des expériences qu'on finit par découvrir nos points forts et nos points faibles et essayer de compléter ce qu'on n'a pas. Est-ce que c'est cette impureté-là qui constitue l'essence de la condition humaine? Est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir? Des hommes purs, est-ce que ça ne saurait exister? Bon, à mon sens, c'est tout à fait impossible de penser qu'il y a des êtres qui soient doués qui soient parfaits à tout point. Donc, pour ma part, je pense que c'est idyllique et c'est impossible. Ouais. Alors, on va continuer à feuilleter ce roman. Nous sommes maintenant à la page 18. Le ciel, d'un bleu élagué de toutes taches nuageuses, resplendissait de pureté. Les rues respiraient encore l'odeur de la terre mouillée. Dans certains périmètres, la propreté s'exhibait à l'image d'un tableau réussi. Est-ce que pour toi, quand tu écris, tu es toujours dans un parti pris pour la poésie? Est-ce que la poésie est au détour de chaque énoncé? Parce que j'ai senti la mesure de Madame Poésie. Bon, il faut le dire, c'est que j'ai commencé avec la poésie parce que je me rappelle en classe de 3e, non, de plutôt seconde, c'était la porte ouverte pour moi pour draguer les filles. L'arme de séduction fatale. Donc, c'est avec la poésie que j'ai commencé. Et d'ailleurs, je me rappelle que lorsque j'ai composé mon premier poème pour une fille, et j'avais signé France Carly, bon, elle m'avait dit que tu as un nom d'artiste. Bon, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis, je me suis dit, bon, peut-être il y a moyen de percer dans la poésie, parce que j'ai un nom qui est très bien... Qui sonne bien. Donc, c'est ça. C'est à partir de là, vraiment, que j'ai commencé à puiser dans la profondeur de mes sentiments pour dire ce que j'avais envie d'exprimer. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec la poésie. Et donc j'ai fait route avec elle. Du coup, la poésie s'est révélée à toi très jeune, adolescent, 14-15 ans. Tu commençais déjà à balbutier des éléments de langage poétique. Oui, exactement, c'est ça. Donc, et je ne l'ai jamais abandonné. Jusqu'à aujourd'hui, j'écris encore des poèmes, même si c'est d'un autre coup. Mais je crois que... Et ça continue toujours. Alors, il y a une partie en italique, c'est une correspondance qu'un personnage reçoit. L'immensité de l'univers impressionne. Son envergure étonne tant qu'on se plie à ses arcanes. On refuse de chercher à savoir le pourquoi des choses qui abondent dans la nature. Tu le penses sincèrement, ça? Tu penses que les hommes refusent de questionner réellement la nature? Il y a certains vraiment qui ne pensent pas à ça, parce que j'en ai parlé à plusieurs personnes et il y en a qui refusent de savoir vraiment ce qu'il y a après, ce qui compte et ce qui va arriver après. Donc pour eux, vraiment, ça n'a pas d'importance. Donc c'est seulement ce qu'ils vivent qui compte. Mais est-ce que Madame Religion peut être condamnée là maintenant, dans le sens où elle empêcherait le développement de quelques processus d'intelligibilité sur le réel? Est-ce que tu condamnes Madame Religion? Non, pas tout à fait. Et je pense que, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de religions, et ce qui explique aussi peut-être vraiment, les gens se perdent et on ne sache pas vraiment quel Dieu prier. Mais au fond, c'est parce que le monde n'est pas... le monde c'est une vaste scène où nous tous, nous sommes des acteurs. Et d'ailleurs, vraiment, je l'ai cité dans un texte, et trop de mensonges pour rien. Donc, je pense que nous tous, nous sommes des acteurs et chacun interprète son rôle. Donc, il n'y a pas matière de dire que c'est à cause de la religion que que les gens n'arrivent pas vraiment à trouver le chemin de la vérité. Donc, pour moi, pour être plus exact, je pense que
chacun a un rôle dans cette vie, le destin de chacun est déjà... Ouais, justement, on allait en venir. La notion de destin traverse tout ce roman. Oui. Je me suis dit, est-ce que tu penses que notre vie est dessinée avant que nous soyons dans ce monde-là? Y a-t-il un plan prédéfini et on ne fait qu'accomplir? Tout à fait, tout à fait. Je crois sincèrement que chacun de nous a un destin et exactement tout ce qui a été déjà... tout ce qui est déjà écrit et se réalise au fil du temps. Du coup, la volonté serait une mauvaise blague? Bon, à mon sens, oui, parce que des fois, on refuse de... Bon, je peux prendre mon exemple à moi, parce que effectivement, quand j'étais jeune, 13, 14 ans, ce que je voulais faire, ce n'était pas vraiment écrire. Et je pensais être gestionnaire, avoir mon entreprise et pouvoir gérer tout ça. Ce n'était pas cette voie-là que je voulais emprunter. Mais au fil du temps, vraiment, j'ai découvert que j'étais... Bon, j'avais quelque chose à dire. Et parce que lorsqu'on prend la décision d'écrire, c'est parce qu'on a quelque chose qu'on veut partager. Absolument. Donc, et pour moi, c'était le seul moyen d'exprimer tout ça. Et je l'ai fait sans véritablement avoir choisi cette voie-là. Parce que je me rappelle, j'étais en 5e et mon professeur de français nous avait donné un devoir de maison et on devait raconter et ce que faisaient les gens au petit matin en se réveillant. Donc, j'avais réalisé mon devoir et le matin, j'ai remis ça au professeur et elle m'a dit qu'elle ne croyait pas que c'était de moi et ce texte-là. Je lui ai dit oui, c'est moi qui ai fait ça et c'est pas mes parents. Donc, elle m'a dit oui, c'est vrai. Et bon, à partir de là, vraiment, je me suis dit vraiment peut-être vraiment que j'avais un certain talent naturel pour écrire. Parce que quand elle a pensé que c'était pas de moi, bon, je me suis dit vraiment que bon, le travail est donc de qualité. Le texte était bon. Ouais. Et par la suite, en seconde, vraiment, il y avait un concours de poésie et j'y ai participé. Et bon, j'ai été 3e à ce concours-là. Et à partir de là aussi, que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de poursuivre absolument cette carrière-là. Cette carrière-là. Donc, il y a beaucoup de choses au départ vraiment que je ne voulais pas faire. Mais par la suite, vraiment, j'ai vu qu'au fond, c'était ça ma voie. Et donc, c'était déjà tracé. Il fallait seulement vraiment... Continuer à tracer ce chemin. Alors, il faut dire que ton travail a quand même été salué par plusieurs jurys. Ce livre a quand même reçu le prix littéraire Christophe Deschamps en 2014, L'homme d'un doute, ce qui sous-entend que ton travail est estimé à sa juste valeur. Mais le titre, L'ombre d'un doute, comment tu travailles tes titres? Est-ce que tu les trouves avant le texte ou après ou en écrivant le livre? Bon, ça dépend. Il arrive qu'au départ, vraiment, j'ai un titre que je change par la suite. Par exemple, le premier roman, vraiment, c'était le titre initial, c'était pas ça. Et c'était des hors-la-loi. Des hors-la-loi. Et par la suite, j'ai dû modifier le titre, tout ça. Et à la fin, vraiment, j'ai gardé jusqu'au bout. Donc, ça dépend. Mais pour ce texte-là, dès le départ, vraiment, j'avais le titre, L'homme de doute. Et je l'ai gardé jusqu'à la fin. Alors, je reviens encore à la notion de destin. Est-ce que tu penses que tes personnages sont libres de toi comme auteur? Ou est-ce que c'est toi qui dessines leur destin? Sont-ils des êtres de papier quelque peu libres? Est-ce que c'est eux qui te mènent quand tu écris le roman? Ou bien c'est toi qui as un regard sur eux et qui détermine leur déploiement dans la fiction? Bon, au départ, oui. C'est moi qui décide de ce qu'ils vont faire, de leurs actions. Mais par la suite, tout dépend de la narration, du développement du sujet. Et ça peut être modifié. Donc le personnage peut s'échapper. Oui, tout à fait. Vraiment, ils sont libres des fois vraiment de faire autre chose que ce qui était prévu au préalable. Mais au fond, et à la fin, vraiment, je les retrouve et je les recadre dans le contexte. Et dans ton rapport avec les personnages, j'ai compris que tu ne les oublies pas. Ça arrive à certains écrivains d'inventer un personnage au début et sur la 20e page, tu ne vois plus le personnage, tu n'as plus aucune nouvelle de lui. Mais toi, tu es dans un rapport de mémoire avec tes personnages. Tu ne les oublies pas. Pourquoi?
Bon, parce que vraiment, si je leur donne vie, ils doivent vraiment continuer à exister tout au long de l'histoire. Donc, pour moi, il n'y a pas moyen de les oublier. Ils sont toujours là et ils continuent à s'exprimer jusqu'à la fin du texte. Et j'ai remarqué aussi, Frantz Carly, que l'amitié est une valeur qui traverse beaucoup de vos livres. Quelle est la place de l'amitié dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Bon, et ça compte beaucoup parce que on ne peut pas vraiment, on a toujours besoin de quelqu'un vraiment pour vous épauler, pour vous guider, pour vous accompagner. C'est-à-dire on ne peut pas vraiment faire sa vie seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être cloisonné quelque part et se dire vraiment qu'on va vivre. Donc on a toujours besoin de quelqu'un. Et si ce n'est pas l'amour, c'est donc l'amitié. Donc après l'amour, c'est l'amitié. Après l'amour. L'amour occupe quand même la première place. Oui, après l'amour, c'est l'amitié. L'amour au pluriel ou au singulier? Bon, ça dépend de toi et qu'est-ce que tu entends par... Alors, l'amour au pluriel, Frantz Carly peut fréquenter plusieurs femmes. L'amour au singulier, il ne fréquente qu'une seule femme. Bon, ça m'est arrivé d'avoir plusieurs amours que je vivais en même temps, mais ça fait longtemps. Est-ce que cela n'est pas normal, Frantz, que d'aimer en même temps plusieurs personnes? Je n'arrête pas de me poser cette question. Est-ce qu'il n'est pas dans le propre de l'homme que d'aimer en même temps plusieurs personnes? Mais la société nous brime et nous impose une seule personne. Bon, ça arrive en cours de route d'être avec quelqu'un et puis de trouver une autre personne qui vous plaît. Bon, je ne pense pas que l'excès entoure-nuit, mais il faut savoir gérer tout ça. Et je pense qu'on ne peut pas se priver de certaines relations parce que, en fonction de ce qui est imposé. Mais ce qui compte, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il faut modérer ce qu'on fait. Donc, il faut savoir gérer ces relations. Donc, mais ce qui compte, ce qu'il faut savoir, c'est de ne pas trop faire. Ouais. Mesdames et messieurs, Frantz Carly est sur le plateau Délivrez-vous. J'aurais pu vous parler de Jusqu'au bout, j'aurais pu vous parler de Trop de mensonges pour rien, j'aurais pu vous parler de Haïti, un pays à rebâtir, j'aurais pu vous parler de l'avenir de l'électricité en Haïti ou des hommes en colère. Frantz Carly est un auteur qui a une littérature importante et colossale. Mais pour le coup, pour aujourd'hui, nous sommes dans l'ombre d'un doute. Allez, le temps de votre première respiration. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Pourquoi l'homme ne possède-t-il pas la faculté de vivre éternellement et doit-il suivre un cycle qui conduit à sa dégénérescence? C'est absurde de vivre pendant un laps de temps pour ensuite mourir. Oui, je le pense aussi, Frantz. Je pense que c'est absurde. Mais est-ce que nous pouvons mourir, Frantz? Parce que quand la mort est là, pour être épicurien, nous ne sommes pas là. On ne peut pas rencontrer la mort. Bon, moi, je pense et je crois qu'il y a une seconde vie. Et la mort n'est pas la fin. C'est le commencement d'une autre vie. Donc c'est pour ça que tout ne disparaît pas. Il y a quelque chose qu'on va vivre dans l'au-delà. Ouais. Et l'au-delà, c'est le paradis. Est-ce que c'est une vision judéo-chrétienne qui est derrière cette possibilité d'au-delà? Bon,
Il est vrai que de nos jours, on commence à découvrir de nouvelles planètes. Et je pense que bon, c'est vrai qu'il y a d'autres vies, des vies extraterrestres. Et je pense que c'est l'une des possibilités vraiment pour l'homme d'aller dans l'une de ces planètes-là, vraiment pour vivre une autre expérience. Absolument. Page 176, j'ai adoré ce passage, je dois te le dire. Tu écris, le sexe apporte toujours dans sa tasse. J'aime beaucoup, hein? Le sexe apporte toujours dans sa tasse une bouffée d'oxygène qui garde en santé les hommes. J'aime déjà le procédé poétique, la tasse, l'oxygène. Mais ce que tu dis aussi sur le sexe, je pense qu'il faut le dire, qu'il faut arrêter de considérer le sexe comme une activité qui avilit l'homme. Au contraire, ça nous élève. Oui, quand tu es en manque de sexe, tu es stressé. Donc, et avec le sexe, ça te permet de t'évader, de plonger dans un autre univers et de te sentir léger comme un oiseau. Absolument. Donc, je pense qu'il ne faut pas se priver de sexe parce que ça aide à vivre mieux, ça aide à te rajeunir. Absolument. Ouais, aussi, ça rajeunit. Hein. Donc, n'avoir pas de sexe pendant longtemps, vraiment, ça te fait vieillir. Ça casse un peu notre énergie. Ça te fait vieillir, donc il faut avoir du sexe de temps en temps. C'est important. Mais qu'est-ce que tu penses, Carly, de celle-là et de ceux-là qui condamnent le fait d'avoir une vie sexuelle active? Quel est ton point de vue sur eux? Bon, et comme je suis très actif, je suis pas d'accord avec eux. Donc, parce que sans sexe, il n'y a pas de vie et on est presque mort. Ouais, sur ça, on est totalement d'accord. Hein? On est tellement d'accord sur ça. Mais tu as trois personnages principaux dans ce roman qui font des va-et-vient. Il y en a un qui est engagé politiquement, il faut le dire. Est-ce que pour toi, l'engagement politique, on va traverser vers ton livre là qui vient de paraître, est-ce que pour toi, l'engagement politique est nécessaire pour que les choses changent? Bon, en tant que citoyen, et ça dépend de ce que les politiciens au pouvoir font. Et des fois, il faut réagir, il ne faut pas rester passif. Et je pense que c'est important pour un intellectuel de s'engager dans le développement de son pays. Donc, si les choses vont mal, il faut qu'il se regroupe là pour prendre des décisions afin que les choses puissent changer. Donc, on ne peut pas rester à l'écart et laisser aux politiciens de faire ce qu'ils veulent. Donc, on doit participer vraiment au développement de son pays. Et c'est ce qui m'a poussé véritablement à écrire deux essais. Le premier, c'est l'avenir de l'électricité en Haïti. Et le second, ça vient de paraître, c'est Haïti, un pays à rebâtir. Ce sont des propositions que je fais pour le développement et l'avenir de ce pays. Donc, pour moi, c'est fondamental. Et c'est pour cela vraiment que en fonction de mes réflexions, en fonction de mes points de vue, et j'ai fait beaucoup de propositions pour que vraiment les choses puissent changer. Et d'ailleurs, vraiment, parmi ces propositions-là, il y en a qui commencent à être appliquées comme la réduction du train de vie de l'État. C'est écrit dans le texte qu'il faut qu'on arrive à faire des dépenses en fonction du budget et non pas à excéder les ressources disponibles. Donc, et en même temps aussi, je propose qu'on puisse envoyer certains fonctionnaires à la retraite parce qu'il y en a beaucoup vraiment qui ont l'âge de la retraite. Donc, les lois sont là, il faut les appliquer. Et d'ailleurs, vraiment, Montesquieu l'avait dit. Il ne faut pas appliquer les lois non par rapport à crainte, non par rapport à raison, mais par passion. Et je pense qu'ici, des fois, vraiment, on néglige de mettre en pratique les normes, procédures, les lois en vigueur. Donc, et s'il n'y en a pas, il faut en venir avec d'autres. Donc, pour ma part, je pense que en même temps, vraiment qu'il faut réduire le train de vie de l'État, mais en même temps, il y a la possibilité d'engager des jeunes universitaires parce qu'il y a de la place. Il faut seulement vraiment que les fonctionnaires qui ont l'âge de la retraite puissent partir. Et si on applique ça aujourd'hui même, il y en a 2 à 3 000
qui iront à la retraite et ça va donner de la place aux jeunes. À des jeunes diplômés. Alors, on se disait avant l'émission, justement, que le budget d'Haïti était à peine de 2 milliards de dollars ou 3 milliards. Et la REPDOM, c'est 15 milliards. Oui, c'est peu vraiment. Donc, on n'a pas un budget vraiment qui peut permettre au pays de se développer parce que on ne peut pas faire beaucoup de choses avec 2 milliards de gourdes par an. Donc, je pense qu'il faut aller trouver d'autres fonds. Et ce qui est en train de se faire actuellement et la relance de la production nationale, bon, c'est indispensable et je pense que ça va donner vraiment de l'élan à l'économie. On va voir les résultats dans 3 à 6 mois. Mais déjà vraiment, le lancement, c'est bon et on attend les retombées. Alors on va rapidement porter un coup d'œil sur l'avenir de l'électricité en Haïti. Toi qui t'es penché sur ce problème, à ton avis, quel est le nœud gordien de la chose? Pourquoi ce pays n'est pas électrifié? Bon, la première chose qu'il faut dire vraiment, c'est qu'on a trop politisé le DH. Donc, il faut arrêter vraiment de prendre des décisions politiques dans cette boîte-là. Et aussi, il faut arrêter de changer à tout bout de champ vraiment les directeurs généraux. Il faut installer quelqu'un et lui donner à peu près 5 à 10 ans vraiment pour gérer cette boîte et la remettre sur pied. Donc, je pense que c'est fondamental qu'on prenne cette décision-là au départ et arrêter vraiment que ce soit une boîte qu'on utilise vraiment pour faire de la politique. Ça ne conduira jamais vraiment à permettre à l'EDH d'augmenter sa production. Et en même temps aussi, la raison est simple, c'est une question de mauvaise gestion. Donc, si on arrive vraiment à bien gérer l'entreprise, on pourra vraiment trouver des fonds nécessaires pour qu'elle puisse continuer à fonctionner. Et on peut se pencher aussi sur les énergies renouvelables. Oui, et d'ailleurs, c'est une proposition que j'avais faite dès le départ. Et j'avais mentionné qu'il faut mettre l'accent sur l'énergie solaire. C'est vrai que j'avais envoyé le texte à 2 premiers ministres. Malheureusement, ils n'ont pas tenu compte vraiment de mes recommandations. Mais ce n'est que récemment que j'entends qu'on va vraiment prioriser l'énergie solaire. Donc, mais depuis 2008, j'avais fait cette recommandation. Donc, je pense qu'il y a matière, il y a moyen vraiment d'utiliser davantage l'énergie solaire pour électrifier surtout les zones reculées. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire et en plein 21e siècle, on ne peut pas vraiment donner du courant 16 heures et 18 heures par jour. Il faut que ça soit vraiment... Si on veut qu'il y ait du développement industriel, économique, on doit absolument avoir un bon système électrique. Alors, ça, c'est ton dernier livre, Haïti, un pays à rebâtir, les défis du futur. Et tu plaides dans ce livre pour une refondation de l'État. Je voudrais qu'on arrive à faire un peu de pédagogie autour de ça. Comment toi, tu vois cette refondation de l'État? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Bon, tout d'abord, il faut penser différemment. Il faut mettre de côté les discours habituels vraiment qui n'ont pas d'action derrière eux. Donc, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rajeunir l'administration publique. Il faut venir avec de tout nouveau, des jeunes, des universitaires, parce qu'il y a de la place pour eux. Il suffit vraiment d'appliquer la loi sur la pension civile et on aura de la place pour 2 à 3 000 jeunes automatiquement. Donc, c'est fondamental. Mais au départ, vraiment, c'est la mentalité qu'il faut changer. Il faut mettre de côté les cadres de l'ancienne école et proposer de nouveaux cadres qui feront les choses différemment. Donc, le discours doit être modifié. On doit venir avec des gens plus pragmatiques parce qu'on a assez parlé, on a discourir, dire vraiment on va faire ceci, on va faire cela. Mais il est temps de faire réellement. Mais il faut passer à l'action. Et d'ailleurs, vraiment, dans le texte, je dis ça, nous devons agir maintenant. Ça, c'est le mot d'ordre. Sinon, c'est un pays qui peut disparaître. Oui, c'est à chaque fois vraiment qu'on perd son temps à discourir, à dire, à lancer des projets et ces projets-là n'atterrissent pas. Donc, on n'ira nulle part. Donc, il est primordial vraiment de passer à l'action. Et il faut faire ça maintenant. Parce qu'à chaque fois, vraiment, on va perdre du temps et dans 10 ans, on va voir qu'il n'y a rien qui a été fait. Alors, en gras, dans ton texte, on peut lire « Il n'y a pas de changement économique
sans une remise en question du régime politique. Donc pour toi, c'est l'action politique qui va déterminer la bonne santé de l'économie. Donc c'est la stabilité politique d'abord qu'il nous faut. Oui, tout à fait. Sans stabilité politique, on n'ira nulle part. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, on a fait les élections, et on a de nouveaux élus, donc ils vont rester en poste en fonction de la durée de leur mandat. Et après ça, il faudra renouveler le personnel politique. Mais il ne faut pas qu'il y ait discontinuité. Il faut que ce soit un processus à long terme. C'est-à-dire qu'à chaque fois vraiment qu'il faut faire les élections, il faut qu'il y ait les élections. Et en même temps, j'ai proposé qu'il faut intégrer la diaspora. Parce que la diaspora, c'est plus de 2 milliards de dollars de transfert de dons et de transfert de dollars par année. Donc c'est important, mais il faut les intégrer dans la vie politique aussi. Et comme j'ai entendu récemment que le président va donner 3 députés et un sénateur à la diaspora. Bon, je pense que c'est une bonne idée. Oui, c'est déjà une bonne façon d'intégrer cette diaspora. C'est ça. Mais il faut concrétiser ça. Parce qu'il faut leur faire sentir qu'ils ont leur place. Qu'ils ont leur place vraiment dans la société. Donc il faut à tout prix vraiment créer comme je dirais, créer des moyens pour que vraiment des passerelles d'échange réels en diaspora. Oui, des points vraiment pour que vraiment ils se sentent vraiment intégrés. Alors, tu t'attaques dans ce livre à l'un des défauts majeurs du collectif haïtien, du peuple haïtien, c'est la maladie du jeu, J-E le pronom jeu. Tu dis la mégalomanie tue les projets communs, c'est l'une des faiblesses des dirigeants politiques. Donc, nos dirigeants sont trop préoccupés avec eux-mêmes, ils n'ont pas le temps pour se préoccuper du commun. C'est ce que j'ai constaté vraiment. À chaque fois qu'il y a un projet, c'est-à-dire que la personne qui a initié ce projet veut à tout prix que ce soit elle vraiment qui bénéficie des avantages. Ou bien ce soit toujours cette personne-là qui soit au devant de la scène vraiment pour faire avancer le projet. Non, alors que ce n'est pas ça au fond. Parce que s'il y a des institutions qui sont là vraiment pour réaliser vraiment ces projets-là, il suffit vraiment de proposer l'idée et que la décision est plus ou moins pour faire avancer ce projet-là. Donc, ce n'est pas automatiquement que c'est la personne qui a proposé le projet qui doit être toujours là. Donc, c'est là qu'il faut du renforcement institutionnel. Oui, tout à fait. Tu t'attaques aussi à l'aide internationale. Tu dis, la seconde vérité tient lieu de rappel à nos dirigeants et collaborateurs qui se mettent en tête de tout demander aux pays amis dans le cadre de la reconstruction du pays. C'est déjà un mauvais pas en direction du progrès. Oui, je l'ai constaté, c'est pourquoi moi j'ai mis l'accent là-dessus. Et l'aide internationale n'arrivera jamais à faire développer aucun pays. Tout doit être endogène, le développement est endogène, ça doit sortir de nous, l'effort à faire est en nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tenir compte vraiment des milliards, des millions que l'international donne vraiment pour certains projets, parce que les projets que finance l'international, ce sont des projets à court terme. Or, pour faire développer le pays, il faut des projets à court, moyen et long terme. Donc, et il faut laisser aussi le côté cosmétique, le côté on va boucher les routes. Et surtout, des fois, vraiment, l'international priorise certaines activités et non pas vraiment ce qui compte véritablement pour la population. Ça, c'est tellement vrai. L'international ne tient pas compte des besoins de la population. Les priorités de l'international ne rentrent pas en résonance avec les besoins réels de la population. Oui, ils ont un agenda qui ne correspond pas aux besoins du peuple. Et c'est pour cette raison que je dis que l'effort à faire est en nous. Il ne faut pas vraiment se contenter de ce que l'international donne. C'est à nous de travailler pour faire avancer le pays. Et la priorité, c'est d'investir dans la relance de la production nationale. Il n'y a pas à sortir de là. Il faut qu'on relance la production nationale pour que le pays puisse démarrer véritablement. Absolument. Il y a quand même un peu de philosophie politique au détour. Quand tu écris, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise politique. La politique en elle-même n'est pas vertueuse. Bon, parce que ce qu'on constate au final, c'est que vraiment, il y a toujours les intérêts des grands Manitou qui priment. Et c'est ça qui dérange au final. Donc, quelle que soit la politique qu'on applique, ça va faire
ça va servir à quelqu'un vraiment de façon directe, alors que la majorité ne va pas véritablement en bénéficier. Donc, c'est pour ça que je dis. Mais il ne faut pas généraliser quand même. Ouais. C'est-à-dire que, mais en principe, certaines fois vraiment, on voit vraiment que ça se penche d'un côté. Absolument. Est-ce que les élites bourgeoises ont une part de responsabilité importante dans le développement du pays ou tu attribues l'entière responsabilité à l'État? Bon, tout le monde a un rôle à jouer. C'est-à-dire que chacun je pense que chaque entité a commis ses parts des rôles de responsabilité. Donc, c'est là que maintenant il faut nous unir pour dire que, bon, c'est assez, il faut arrêter vraiment de nous induire en erreur, il faut corriger les écarts. C'est vrai qu'on ne va pas réduire totalement les inégalités, mais il faut quand même améliorer la qualité de vie d'une bonne partie de la population. Parce que sinon, il y a une grogne collective qui va nous péter à la gueule. Non, si ça arrive vraiment, tout le monde va en payer le prix. Et c'est pour cette raison que la bourgeoisie, l'État doivent s'organiser vraiment pour éviter vraiment ce déluge. Donc, c'est pour cette raison que il faut nous rassembler, il faut nous unir. Et cette année, c'est l'année, sur le point numérologique, c'est l'année unitaire, c'est le chiffre 1. Donc, ça nous appelle, ça nous invite à nous rassembler. Et je pense qu'il faut le faire parce que sinon, vraiment, on ne va pas réussir le saut quantitatif et qualitatif que nous espérons tous. Donc, il est primordial vraiment de nous rassembler. Il ne faut pas que... C'est-à-dire que, par exemple, je prends les candidats à la présidence ils étaient nombreux, ils sont toujours nombreux. Oui, mais maintenant, vraiment, il faut que chacun participe vraiment. Et proposer un projet réel pour la nation. Tout à fait. Et je pense que le président Jovenel Moïse a intérêt à les inviter vraiment à participer vraiment dans ce grand... dans cette grande rencontre collective pour sauver ce pays. Exactement. Mesdames et messieurs, Frantz Carly, Haïti, un pays à rebâtir. Il est sur le plateau des Livrez-vous. Il s'est essayé à la poésie, au roman, à l'essai. Il a définitivement une intelligence du réel qu'il entend mettre en avant. Le voici avec nous sur ce plateau. Le temps de votre deuxième respiration. Allez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. L'oubli comme l'adieu me couvre de tristesse. Que vais-je faire, mon Dieu, du temps qu'on me laisse? Tout paraît si moribond et le mal si profond. Je me souviens très bien du temps qui passe, d'un sourire qu'une larme remplace. Je me rappelle le premier de ces jours et le dernier de ce grand amour dont il ne reste que les reliques douces et neurasthéniques. Quand j'ai pensé, j'ai écrit, pour ce printemps de ma vie, aperçu sur un banc d'école, sans la folie des idées folles, j'ai mis bas les mots du cœur, étalés dans toute leur candeur. Tout devait s'initier à la fin du mois de février, au retour de la saison des amoureux, qui promettait des jours heureux. Hélas, amère défaite qui me colle à la tête. Qui saura me forcer à mentir? À quelle période j'ai dû partir? Personne ne connaît bien l'histoire des aventures mystérieuses du manoir où j'allais m'enfermer toutes les nuits, cherchant à évacuer mes ennuis. Il faut dire que ce recueil de poèmes sort en 1999. Ouais. Quel âge tu as en 1999? Ah, j'avais 25 ans. À 25 ans, tu te dis,
la poésie, le poème, pour déclarer ta passion du monde, ta passion de la femme aussi, j'ai compris. Mais j'ai entendu quelques notes de solitude aussi. Bon, c'est vrai, j'ai toujours aimé les belles femmes, mais j'ai toujours été seul quand j'écrivais pour elles. C'est pour cette raison qu'il y a toujours ce goût de solitude dans mes textes. Mais il faut dire aussi que l'histoire, je dois la raconter au tout début. Et mon premier texte, c'était en seconde pour une fille que j'aimais bien. Et je me rappelle un matin, et j'ai voulu déclarer ton amour pour elle. Non, j'avais composé quelques textes pour elle la veille. Et au matin, en la voyant arriver, je l'ai rencontrée pour lui dire que voilà ce que j'avais concocté pour toi. Bon, elle a pris les textes, mais elle ne les a pas lus au même moment. Okay. Et c'est le lendemain qu'elle va me raconter à quel point qu'elle était éblouie, emballée par ma poésie. Donc, elle était sur le charme et ça m'a rendu heureux. Est-ce que vous avez pu conclure, au moins? Bon, ça a pris du temps, c'était pas au même moment. Mais c'est à partir de là vraiment que je me suis mis à composer des poèmes pour elle. Et au fond, jusqu'à la philo, ça a fait plus d'une centaine que j'avais pu vraiment... Pour cette jeune femme? Oui, pour elle seule. Non, mais tu l'as aimée celle-là. Bon, passionnément, je dois dire. Plus d'une centaine de poèmes pour une seule femme. Oui, pour une centaine. Et par la suite, vraiment, il y en a d'autres qui voulaient que j'écrive des acrostiches. Parce que ce que je faisais, véritablement, c'était des acrostiches auparavant. C'est vrai que je composais des sonnets, des odes, mais en principe, par la suite, vraiment, c'était plus des acrostiches. Et quand j'ai commencé par en faire pour elle, d'autres savaient que je composais. D'autres filles alors? Oui, d'autres filles savaient que j'en faisais, bon, elles voulaient que j'en fasse. C'est comme ça vraiment que je me suis mis à composer des acrostiches, en veux-tu, en voilà. Mais du coup, c'est en cela que tu as pu aimer plusieurs femmes en même temps. Et c'est de là qu'on m'a donné le surnom d'acrosticheur. Monsieur l'acrosticheur. Et c'est resté jusqu'en philo que c'est comme ça qu'on m'appelait, qu'on me surnommait, Monsieur l'acrosticheur. Donc, c'est à partir de là que, pendant mes classes classiques, et que je me suis plongé dans la poésie juste pour avoir une place à côté des filles. Donc, c'était la porte ouverte. Alors, certains avaient les muscles et toi, tu avais la poésie. Oui, parce qu'il y a le pouvoir des mots qui captive, qui crée de l'émotion, qui crée une autre vie. Donc, je crois que en insistant à composer des poèmes pour ces filles-là, je crois que j'ai pu réussir mes paris. Absolument. Alors, il faut dire que ça fait quelques années depuis que tu en faisais des poèmes pour des filles. Est-ce que tu penses qu'en 2017, des poèmes peuvent encore être mobilisés comme outil de séduction? Est-ce que les filles d'aujourd'hui sont encore touchées par des poèmes? Non, maintenant c'est différent. Est-ce que la maladie des Bridgen? Non. Maintenant tout se fait à travers les réseaux sociaux. Il y a le WhatsApp, il y a le Messenger, bon, tu vois, et c'est à partir de là que Donc aujourd'hui, on ne fait plus de poèmes, on envoie un WhatsApp. Il y en a qui continuent à faire de la poésie. Moi, j'en fais plus parce que j'ai passé l'âge. Mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ont les réseaux sociaux pour s'exprimer. Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas cassé la place importante que détenait la poésie au sein de la jeunesse haïtienne? J'imagine qu'on en fait de moins en moins par rapport à ton époque, par rapport à ta génération. Bon, je crois que c'est un difficile pour les jeunes parce que vraiment, ils n'écrivent plus et ils n'arrivent pas vraiment à se retrouver véritablement. Ils sont en train de se perdre. Et je pense qu'avec la poésie, tu faisais l'effort vraiment d'améliorer ton vocabulaire et d'être plus à l'aise dans une conversation. Absolument. Il fallait pousser le langage au bout de ses limites, alors que maintenant les jeunes pensent en abrégé. Oui, Salut, SLT. c'est ça. Et ça dérange. Je pense que cette nouvelle formule qu'utilisent les jeunes, ce n'est pas pour leur bien, mais
bon, comme c'est la technologie, c'est la nouvelle génération, et 3G, 4G. C'est la génération LOL. Tous les jeunes disent LOL. Non, c'est dommage parce que moi, quand j'écrivais, et dans le temps, et je faisais beaucoup, et ça me permettait vraiment de m'améliorer, d'améliorer mon vocabulaire, d'être plus, bon, de me sentir plus confortable vraiment dans une conversation, parce que j'avais la pratique de la langue française. Absolument. Donc ça me donnait c'est comme une plus-value. Oui, absolument. Alors, fait. tu diriges, je l'avais dit en liminaire, la direction nationale du livre. Mais beaucoup peut-être ne connaissent pas la DNL, la Direction nationale du livre. Comment tu peux l'expliquer rapidement pour celui qui n'en a jamais entendu parler? Que fait cette DNL en Haïti? Bon, c'est une jeune institution qui a été créée par un décret le 28 octobre 2005. Bon, elle a pour mission la mise en œuvre de la politique publique du livre à travers le pays, du livre et de la lecture. Et ses principales attributions, c'est faire de la promotion de la lecture et la promotion du livre. Bon, c'est vrai, quand je suis arrivé, bon, le document traitant de cette politique n'existait pas, donc on a dû travailler pour le pondre. Et finalement, on avait trouvé deux consultants qui ont travaillé sur ce document-là. Finalement, ça a été rendu public en décembre 2014. Mais maintenant, on travaille sur sa mise en œuvre, son application. Bon, cela nous exige, nous demande des fonds et des ressources financières et des ressources humaines. On travaille là-dessus. C'est dommage qu'à chaque fois qu'on demande des fonds supplémentaires, et on ne les obtient pas, et parce que bon, c'est vrai, les ressources sont limitées. Mais quand même, ça ne nous empêche pas de faire certaines activités, certaines actions qu'on a commencé depuis 2012, par exemple, le Carnaval des livres, c'est une campagne de sensibilisation à la lecture. On fait aussi les mardis du livre dans les écoles. Autrefois, on faisait ça au niveau de la DNL, mais par la suite, on fait ça dans les écoles. Exactement, parce que le contact est plus direct avec les jeunes, parce qu'on s'est dit vraiment qu'il faut préparer la nouvelle génération, il faut que les jeunes prennent contact avec les auteurs. Donc maintenant, c'est dans les écoles, et très prochainement, là, il y aura 2 mardis pour le mois de mai. On fait aussi la FILA, la Foire internationale du livre. On a senti la nécessité vraiment de promouvoir la littérature haïtienne à travers le monde. Avec chaque année un pays à l'honneur, ce qui est une formidable comme innovation. Oui, on a déjà fait 4 éditions. On va préparer la 5e avec Lionel Tourio et la Guadeloupe. Et on fait aussi les vendredis des jeunes dans les claques, c'est pendant les vacances, une façon vraiment de permettre aux jeunes de s'exprimer vraiment, de montrer leur talent, tout ça. Et aussi, il y a d'autres activités qu'on organise. On essaie aussi d'étendre les réseaux de claques et de bibliothèques à travers le pays, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, certains ne connaissent pas ce que sont les claques, ce sont les centres de lecture et d'animation culturelle qui existent dans les villes de province. Oui, dans les villes de province. Et qui sont dirigées par la DNL. Par la DNL. Okay. Et on a senti la nécessité vraiment d'étendre le réseau, parce que dans toutes les communes, il n'y a pas de bibliothèque. Et c'est pas les normal. Jeunes n'ont pas accès aux livres. Exactement, parce que ce qui pose problème, c'est que dans les villes de province, il y a des écoles qui fonctionnent, mais les écoles n'ont pas de bibliothèque. Les professeurs vraiment n'ont pas et ne mettent pas à jour leurs cours, tout ça vraiment. Donc, il y a un déficit pour les jeunes. Donc, ils n'ont pas la possibilité vraiment de compléter leur formation, parce que ce qu'ils reçoivent des professeurs n'est pas insuffisant et n'est pas adapté et n'est pas mis à jour. Donc, il faut pour cela vraiment qu'il y ait des bibliothèques pour qu'ils aient accès à d'autres ouvrages. Donc, c'est sur ça qu'on travaille. Et la DNL est à Paco, on va le dire, si quelqu'un souhaite passer visiter. Oui, c'est à Paco, oui, toi, numéro 10, c'est une maison blanche. Donc, c'est ouvert. Il y a une bibliothèque aussi à la DNL. Et la DNL est attachée au ministère de la Culture et de la Communication. Donc, je disais concernant les réseaux, parce que c'est important. Parce qu'en avril 2012, nous avons lancé un vaste programme d'implantation d'une centaine. Parce qu'on croit vraiment qu'il faut doter toutes les communes d'une bibliothèque. Parce que si on veut faire le développement du pays, ce n'est pas seulement se concentrer sur 2 ou 3 départements, parce que c'est tout le pays qui doit être en chantier. Et il faut commencer par la transmission du savoir, par le partage des connaissances. Parce que si on n'a plus de gens formés, donc on n'a plus de chances de faire développer le pays. Mais s'il y a trop on peut renforcer la masse critique. S'il y a peu
de gens vraiment qui ont la capacité de proposer des idées. Parce que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans mes 2 essais. Ce sont des propositions. Mais si tout le monde essaie de proposer aussi et on trouve vraiment un consensus, un terrain d'entente à partir de toutes les idées proposées, de toutes les formules proposées, donc on va pouvoir vraiment trouver la solution à certains problèmes, à certains mots. Et donc c'est pour cette raison que je pense qu'il faut former les gens davantage, il faut investir dans la formation, dans l'éducation. Parce que si on veut vraiment changer le monde, c'est à partir de l'éducation. Il faut renforcer le capital humain. Il n'y a pas à sortir de là. Il faut investir dans le développement humain. Donc, tout passe par la connaissance et il faut que les gens aient accès à cette connaissance. Donc, je crois qu'il est primordial de doter les communes d'une bibliothèque. Donc, on y travaille. C'est vrai, les ressources sont insuffisantes, mais ça ne nous empêche pas vraiment à chaque fois qu'on trouve, parce que le problème principal, c'est l'espace. Mais si à chaque fois qu'on trouve un espace disponible, donc on essaie de d'implanter... Mais comment la DNL trouve-t-elle les livres maintenant pour meubler ces bibliothèques-là? Bon, normalement, à travers les maisons d'édition et à travers Communication en Plus comme grand distributeur, et aussi vraiment, on reçoit aussi des dons de l'extérieur, même si tous les ouvrages ne sont pas adaptés à Haïti, mais on fait un tri et à partir de là, vraiment, OK. Et au sein de ces bibliothèques, c'est littérature haïtienne et aussi littérature universelle mondiale. Exactement, oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas faire une bibliothèque sans les ouvrages des auteurs haïtiens, en plus avec d'autres ouvrages étrangers. Et en parlant de ça, parmi les auteurs qui ont marqué ta vie, je crois que tu es très camusien sur les bords. L'étranger ne t'a jamais laissé, il me semble. Bon, oui, en réalité, c'est en classe de 3e qu'on m'a proposé ce texte-là. L'étranger d'Albert Camus. Parce qu'à cette époque-là, vraiment, j'avais obtenu 9 de moyenne. Et, bon, mais tu étais un bon élève. Oui, parce que dès que je suis arrivé à l'école depuis la 6e, je voulais absolument être le premier de la classe. Donc, malheureusement... De la 7e jusqu'à la philo, c'était ça l'objectif. Bon, oui, parce que auparavant, j'étais au collège Juvénal de Carrefour. Et maintenant, je devais choisir une école dans la capitale pour faire le secondaire. Donc, j'avais choisi. Bon, ma mère m'avait proposé de m'inscrire au collège Byrd et Canado et puis au Jean Glade. Mais j'avais dit, mais moi, j'ai choisi au Jean Glade. Et c'est là que je veux y aller. Donc, je suis allé. Et mon objectif en arrivant, c'était d'être le premier de la classe. Et en 6e, je n'ai pas pu y arriver. À la fin, j'étais 2e au 3e trimestre. En 5e, c'était pareil. Et les 2 premiers épreuves, j'étais sorti 2e et 3e. Mais la bataille était rude. Et puis ensuite, pour le premier trimestre, j'ai pu être le premier de la classe. Et c'est depuis le moment que je suis resté premier de la classe en 4e. Et en 3e. Mais en 3e, je me suis dit vraiment que je dois, parce que j'ai toujours eu 8 de moyenne. Mais je me dis en 3e, je dois avoir 9 de toute façon. Parce que je pense que c'est possible d'avoir 9 de moyenne. Il faut placer la barre très haut. Et comme vraiment personne ne l'avait fait, parce que j'avais demandé aux anciens, aux professeurs, est-ce que c'était possible vraiment d'avoir 9 de moyenne? Bon, et on m'a dit vraiment que ce n'était pas encore fait. Personne n'a encore obtenu 9 de moyenne. Donc, j'ai travaillé beaucoup pour le premier trimestre et pour l'épreuve, l'évaluation d'octobre. J'étais premier, mais avec 7 de moyenne. Mais je me suis dit, non, je ne vais pas abandonner. C'est pas possible, il faut atteindre la moyenne 9. Pour le premier trimestre, j'ai pu obtenir 9 de moyenne. Et c'est là vraiment que le directeur de l'école m'a donné le livre d'Albert Camus. L'étranger. L'étranger. Avec Meursault au milieu de tout ça, perdu dans le monde. Oui, après la mort de sa mère, et puis il va rencontrer Marie, tout ça, et puis il y a le meurtre sur la plage, tout ça. Bon. Mais ce livre m'a marqué, et c'est à 2 reprises que je l'ai lu, parce que j'étais intrigué par la construction du texte. Et surtout le fait que Meursault soit un anti-héros. Il n'est pas vraiment un héros, il ne demande pas à être aimé par le lecteur. C'est ça. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est parce que lorsque j'ai lu que Camus avait déposé son texte dans plusieurs maisons d'édition, qu'il avait refusé. Qui avait refusé. Donc c'est par la suite
que l'une d'entre elles a choisi de publier son texte. Donc je me suis dit vraiment que il ne faut jamais se décourager. Parce que même quand il y a quelques refus, il faut persévérer. Oui, parce que, et comme disait Socrate, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, c'est ça qui m'a motivé aussi lorsque je devais publier jusqu'au bout. Parce qu'en 1994, j'avais terminé le texte. Bon, j'avais terminé le texte et je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition en France. Et l'édition du Seuil, et Gallimard, et Grasset, Actes Sud, etc. Hein? Mais malheureusement, ça a été refusé. Mais je me suis dit vraiment que je ne vais pas me décourager quand même, parce que, comme pour l'étranger d'Albert Camus, le texte n'était pas apprécié, n'était pas compris. Ou même pour Cent ans de solitude de Marquez, qui avait été refusé, mais il a insisté, Marquez. Exactement. Ça veut dire que le texte. C'est pas parce qu'on refuse le texte que le texte n'est pas bon. Ouais. C'est ça. Donc, c'était ça pour ça. Et c'est ça qui m'a toujours motivé vraiment dans mes narrations. Donc, il ne faut jamais vraiment se laisser abattre vraiment par un premier échec. Oui, effectivement. Et en même temps, on m'avait donné le livre aussi de Carlo Desinor. Et c'était un essai. C'est pour cette raison aussi vraiment que je me suis lancé dans l'essai. Parce que la construction de ce texte aussi vraiment m'a beaucoup charmé. C'était comme dans un roman historique. Il était une fois Duvalier. Et il était Duvalier, Bosch et Kennedy. Donc c'est à partir de là que je me suis construit aussi mes genres, mes genres favoris. Donc j'ai fait la poésie, ensuite j'ai fait le roman et puis l'essai. Mesdames et messieurs, Frantz Carly, merci Frantz. Grand tour d'horizon, L'étranger d'Albert Camus que tu proposes et Il était une fois Duvalier et toute ta littérature qui est là, du moins une grande partie, L'avenir de l'électricité en Haïti, Trop de mensonges pour rien, qui a eu un succès retentissant aussi, hein, il faut le dire. Et jusqu'au bout, voilà, tu l'as tenu jusqu'au bout ce roman. Et L'ombre d'un doute que moi j'adore particulièrement pour sa gamme, pour sa facture philosophique et esthétique. Et le tout dernier qui est là, Haïti, un pays à rebâtir. Mesdames et messieurs, le directeur de la Direction nationale du livre était sur nos plateaux. Qu'est-ce que vous pouvez mieux faire sinon vous abreuver de sa littérature et de toute la littérature qui vous tombe sous la main. Restez toujours dans le Gadon Bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.